Depuis des siècles, l'or est considéré comme le refuge ultime, un symbole de sécurité financière à travers les âges. Dans l'imaginaire collectif, ce métal précieux incarne la stabilité, la richesse intemporelle et une protection contre les turbulences économiques et politiques. À chaque crise, qu'elle soit économique, politique ou sociale, la demande pour l'or explose. Alimentée par l'idée que posséder de l'or, c'est se mettre à l'abri des tempêtes financières et des interventions étatiques. Cet argument est martelé par de nombreux analystes et gourous financiers qui voient dans l'or un moyen d'échapper aux fluctuations des monnaies fiduciaires et aux décisions imprévisibles des gouvernements. Mais cette croyance est-elle vraiment fondée ? Dans un monde où les États disposent d'une puissance sans égale pour réguler, taxer et même confisquer les biens privés, l'or peut-il réellement offrir une protection infaillible ? Les discours contemporains vantant l'or comme un rempart absolu contre les crises ignorent souvent les réalités historiques, où l'or, loin de protéger les individus, a été la cible des actions les plus drastiques de la part des gouvernements. La croyance en l'or comme rempart suprême repose sur l'idée que sa valeur ne peut être altérée par les crises économiques ou l'inflation. Cependant, elle néglige une donnée cruciale. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations de grande détresse économique, les États ont souvent recours à des mesures extrêmes pour restaurer l'ordre financier. Ces mesures peuvent inclure la manipulation des marchés de l'or, l'imposition de taxes sévères ou encore la confiscation pure et simple des réserves privées. Vous ne me croyez pas ? C'est pourtant ce qui est arrivé à des millions de citoyens américains dans les années 1930, lorsque Franklin Roosevelt a pris une décision sans précédent pour remédier à l'une des pires crises économiques jamais connues. Ce qui vous semble inconcevable aujourd'hui était pourtant une réalité brutale pour des millions d'Américains de l'époque. Laissez-moi vous conter cet événement peu connu, mais déterminant, de l'Amérique des années 30, où l'or, loin de protéger, est devenu l'enjeu central d'une bataille pour le contrôle des richesses. Vous découvrirez comment ce symbole de sécurité s'est subitement transformé en cible facile pour un gouvernement aux abois. L'année 1933 marque un tournant décisif dans l'histoire économique des États-Unis. En plein cœur de la Grande Dépression, le pays est plongé dans une crise sans précédent. Les banques font faillite en cascade, des millions d'Américains sont au chômage et la confiance dans le système financier s'effondre. C'est dans ce contexte dramatique que Franklin Roosevelt, fraîchement élu président, entreprend de sauver l'économie américaine. L'une des mesures les plus radicales et controversées qu'il adoptera est la confiscation de l'or détenu par les citoyens. Pour comprendre pourquoi Roosevelt a pris cette décision, il est essentiel de se replonger dans l'atmosphère de l'époque. En 1929, le krach boursier de Wall Street a déclenché la Grande Dépression, une crise économique mondiale d'une ampleur sans précédent. Aux États-Unis, la production industrielle chute de moitié, le taux de chômage atteint près de 25% et des centaines de banques font faillite, entraînant la perte des économies de millions d'Américains. La déflation s'installe, aggravant encore la situation. Les prix baissent, les salaires s'effondrent et la demande s'éteint, piégeant l'économie dans une spirale descendante. Le système monétaire de l'époque reposait en grande partie sur les talons or. Chaque dollar en circulation devait être soutenu par une quantité équivalente d'or détenue par le gouvernement. Cela limitait la capacité du gouvernement à injecter de l'argent dans l'économie, une méthode qui aurait pu aider à stimuler la consommation et à combattre la déflation. Cependant, dans un climat de méfiance croissante envers les banques et le gouvernement, de nombreux citoyens thésaurisaient leur or, aggravant la contraction monétaire. C'est dans ce contexte que Franklin Roosevelt, déterminé à sortir le pays de la dépression, prend ses fonctions en mars 1933. Il sait que pour relancer l'économie, il devra trouver un moyen d'élargir la masse monétaire sans augmenter les réserves d'or. Une tâche impossible sans modifier la relation du dollar à l'or. Le 5 avril 1933, Roosevelt signe l'ordre exécutif 6102, une mesure sans précédent dans l'histoire américaine. Cet ordre impose à tous les citoyens américains de remettre leur or au gouvernement en échange de monnaie fiduciaire, qu'il s'agisse de pièces, de lingots ou de certificats. La détention de l'or, au-delà d'une petite quantité nécessaire pour des usages industriels ou artistiques, devient illégale. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères, allant jusqu'à 10 ans de prison et une amende de $10 000, une somme colossale pour l'époque. Pourquoi Roosevelt a-t-il pris une décision aussi radicale ? Le raisonnement économique derrière cette confiscation est simple. En forçant les citoyens à échanger leur or contre des dollars, le gouvernement peut augmenter la masse monétaire
et contrôler la déflation. Sans l'étalon or rigide, il pourrait imprimer plus de monnaie, ce qui, en théorie, devrait relancer la consommation, augmenter les prix et stimuler la production. Mais il y avait aussi une dimension psychologique et politique à cette décision. La confiscation de l'or visait à restaurer la confiance dans le système bancaire et à inciter les citoyens à déposer à nouveau leur argent dans les banques. En rendant illégal le stockage de l'or par les particuliers, Roosevelt cherchait à briser le cycle de thésaurisation et de panique bancaire qui paralysait l'économie. Il voulait convaincre les Américains que leur argent était en sécurité dans les banques, qui seraient désormais soutenues par des réserves plus importantes. L'annonce de la confiscation de l'or a été un choc pour de nombreux Américains. L'or, symbole de sécurité et de stabilité, était depuis longtemps considéré comme une réserve de valeur fiable. L'idée que le gouvernement puisse s'emparer de ce bien précieux était inconcevable pour beaucoup. Pourtant, face à la menace de sanctions sévères, la majorité des citoyens a obtempéré. Des files d'attente se sont formées devant les banques et les bureaux de poste, où les gens venaient échanger leur or contre des billets de banque. Cependant, tout le monde n'a pas accepté cette décision sans résistance. Certains ont caché leur or, le dissimulant dans des endroits improbables pour échapper à la confiscation. Il est impossible de savoir combien d'or a échappé au contrôle du gouvernement, mais on estime que des millions de dollars en or ont été conservés illégalement par les citoyens méfiants. Malgré ces actes de résistance, l'ordre exécutif 6102 a eu des effets immédiats sur l'économie. Avec la collecte massive d'or, le gouvernement a pu augmenter ses réserves, ce qui lui a permis de dévaluer le dollar par rapport à l'or en 1934, lorsqu'il a réévalué le prix officiel de l'or de 20,67 $ l'once à 35 $ l'once. Cette dévaluation a effectivement permis au gouvernement d'augmenter la masse monétaire et de relancer les prix, amorçant une sortie progressive de la déflation. À long terme, la confiscation de l'or a eu des conséquences profondes sur le système monétaire américain et la perception de l'or par les citoyens. En renversant la relation traditionnelle entre le dollar et l'or, Roosevelt a non seulement augmenté la masse monétaire, mais il a aussi modifié la façon dont l'économie américaine fonctionnait. L'étalon or, qui avait été la base du système monétaire international depuis des décennies, commençait à être perçu comme une contrainte plutôt que comme une garantie de stabilité. La dévaluation du dollar par rapport à l'or en 1934 a renforcé le contrôle du gouvernement sur l'économie, lui donnant la flexibilité nécessaire pour mener une politique monétaire plus agressive. Cette politique a permis aux États-Unis de sortir progressivement de la dépression, bien que de manière incomplète et non sans difficulté. Le New Deal de Roosevelt, combiné à une politique monétaire plus flexible, a donné au gouvernement les outils nécessaires pour stimuler l'économie, augmenter les dépenses publiques et relancer la consommation. Cependant, les critiques n'ont pas manqué. Beaucoup voyaient dans la confiscation de l'or une atteinte grave aux droits de propriété et une violation des libertés individuelles. L'idée que le gouvernement pouvait s'emparer d'un bien aussi personnel et précieux que l'or a laissé une cicatrice profonde dans l'esprit de nombreux Américains. L'effet de cette mesure sur la perception de l'or en tant que valeur refuge a été tout aussi significatif. Avant 1933, l'or était considéré comme l'ultime assurance contre les crises économiques et l'inflation. Après l'ordre exécutif 6102, cette certitude a été ébranlée. Les citoyens ont pris conscience que, même si l'or conservait une valeur intrinsèque, il n'était pas à l'abri des interventions gouvernementales. Cette révélation a contribué à une réévaluation générale de la sécurité que l'or pouvait réellement offrir en période de crise. L'impact de la confiscation de l'or ne s'est pas limité aux années 1930. En fait, il a jeté les bases de l'évolution du système monétaire international dans les décennies suivantes. L'abandon progressif de l'étalon or par les États-Unis et d'autres nations dans les années 1970, sous l'administration Nixon, trouve en partie ses racines dans les événements de 1933. Le système de Bretton Woods, instauré après la Seconde Guerre mondiale, reposait encore sur un lien entre le dollar et l'or, mais la confiance en l'or comme base monétaire était déjà érodée. Lorsque Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or en 1971, cela a marqué la fin officielle de l'étalon or et le début d'une ère de monnaie fiduciaire libre, régulée par les gouvernements sans attache directe à l'or. La décision de Roosevelt en 1933 a ainsi été un précurseur de cette transition vers un système monétaire où la stabilité dépendait moins d'une ressource physique comme l'or et davantage de la politique économique et monétaire des États. En parallèle, l'idée que l'or pouvait être confisqué a modifié la manière dont les investisseurs voyaient cet actif.
La crainte que les gouvernements, en temps de crise, puissent à nouveau saisir l'or a rendu cet investissement moins attrayant pour certains. D'autres, en revanche, ont continué à voir l'or comme une protection contre l'instabilité, mais avec une plus grande méfiance envers les pouvoirs publics. Cela a également conduit certains investisseurs à diversifier leur portefeuille, cherchant des alternatives à l'or pour se prémunir contre les actions gouvernementales, comme l'immobilier, les œuvres d'art ou plus récemment les crypto-monnaies. L'épisode de la confiscation de l'or, en 1933, soulève des questions fondamentales sur la nature du pouvoir étatique et la véritable sécurité que l'or est censé offrir. Il montre que, même dans une démocratie, les gouvernements peuvent prendre des mesures extrêmes lorsqu'ils sont confrontés à des crises existentielles. Cette réalité met en lumière une vérité souvent négligée. La sécurité financière ne repose pas seulement sur la possession d'actifs tangibles, mais aussi sur la stabilité des institutions politiques et économiques. L'or, qui a traversé des siècles comme symbole de richesse et de sécurité, s'est révélé vulnérable face à la détermination d'un gouvernement à restaurer l'ordre économique. Cela suggère que, dans des circonstances exceptionnelles, aucune richesse n'est véritablement à l'abri des décisions politiques. Cette leçon, tirée de l'expérience des années 1930, résonne encore aujourd'hui, à une époque où les investisseurs continuent de rechercher des refuges sûrs pour protéger leurs actifs des incertitudes économiques et des fluctuations politiques. La confiscation de l'or par Franklin Roosevelt en 1933 offre des leçons cruciales pour les investisseurs d'aujourd'hui. Cet événement démontre que l'or, souvent considéré comme un refuge sûr, peut être vulnérable aux interventions étatiques en période de crise. Les crises économiques récentes ont ravivé l'intérêt pour l'or comme valeur refuge, tout en rappelant que les gouvernements peuvent prendre des mesures radicales pour stabiliser leurs économies. L'or n'est donc pas invulnérable aux décisions politiques et économiques. Dans le monde actuel des monnaies fiduciaires, l'or reste prisé pour sa capacité perçue à résister à l'inflation. L'émergence des crypto-monnaies offre une nouvelle forme de valeur refuge décentralisée, bien que leur volatilité et leur régulation en évolution présentent leurs propres risques. L'or conserve sa place comme actif tangible et reconnu mondialement, mais les gouvernements continuent de surveiller étroitement son marché. L'essor des monnaies numériques émises par les banques centrales pourrait modifier davantage la dynamique du marché de l'or. La menace d'interventions étatiques reste présente. Des exemples récents montrent que les gouvernements en difficulté peuvent imposer des contrôles stricts sur la propriété privée. Bien que la confiscation directe de l'or semble improbable aujourd'hui, les États disposent d'autres outils pour contrôler sa possession. Face à ces risques, la diversification des investissements est cruciale. L'or peut jouer un rôle important, mais ne devrait pas être la seule solution. Les investisseurs doivent explorer d'autres classes d'actifs et rester informés des évolutions politiques et économiques mondiales. Il est important de souligner que pour se protéger contre un État sans limite, l'expatriation vers un pays aux politiques plus clémentes peut représenter une solution efficace et une garantie ultime contre l'expropriation. Cette stratégie permet non seulement de préserver ses actifs, mais aussi d'échapper à des régulations excessives ou à des mesures confiscatoires potentielles. L'épisode de 1933 nous rappelle que même les actifs les plus stables peuvent être vulnérables en période de crise. L'or continuera probablement à jouer un rôle dans la protection contre l'incertitude, mais il est crucial de reconnaître ses limites et d'envisager des options plus radicales si nécessaire. En conclusion, la véritable sécurité financière réside dans une approche multifacette. Diversification, vigilance, capacité d'adaptation et, si la situation l'exige, considération sérieuse de l'expatriation. L'or peut être un outil précieux, mais ne doit pas être le seul. Les investisseurs doivent adopter une approche nuancée, consciente des réalités politiques et économiques, et être prêts à prendre des mesures décisives pour protéger leur patrimoine face à des menaces étatiques potentielles.